Donc, je vais me présenter rapidement. Alors, je m'appelle Laurent Righetti. Je suis ce qu'on appelle un directeur de création. Moi, j'ai souvent plus l'impression d'être un créateur directif, mais ça, on en reparlera, parce que ça fait partie du boulot aussi. Je travaille dans le contenu depuis 2009. Donc, j'ai commencé il y a très très longtemps à l'échelle de ce qu'on appelle le marketing des réseaux sociaux, puisque c'était un peu le début. J'ai encore connu de la modération sur des channels IRC et sur des forums pour vous faire un peu l'histoire. Donc j'ai commencé dans le jeu vidéo. Et le jeu vidéo, c'est un endroit où, en fait, où le community management a tout de suite été très 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 présent. Il faut savoir qu'on a rapidement, dans les jeux en ligne, en fait, compris l'avantage et l'intérêt stratégique d'écouter les communautés et de condenser leurs paroles et leurs besoins pour les renvoyer vers les équipes marketing. Ça a été très très tôt décelé, et donc moi j'ai commencé dans ce cadre-là. Alors j'étais aussi un peu plus... Enfin, vous voyez comment c'était quand on commence, c'était le début, donc il n'y avait pas quelqu'un qui faisait que du social media, donc je faisais des interviews, je m'occupais des dossiers de presse, enfin, voilà, j'étais responsable de communication, mais le gros de mon boulot était vraiment d'échanger avec les joueurs du premier projet qu'on avait. Je suis prof invité à l'IEX depuis 3 ans, je pense, et je donne des formations depuis 2014. Donc, ce que vous allez voir ici, c'est aussi un peu un condensé de ces formations et des choses comme ça. J'ai travaillé dans des agences créatives pendant de nombreuses années. Donc, j'ai commencé dans le jeu vidéo, puis je suis revenu en Belgique et là, j'ai commencé à bosser dans des agences créatives comme TBWA ou DDB Bruxelles, que j'ai quitté il y a 3 ans pour rejoindre BeConnect. Pourquoi? Pour la bonne et simple raison que, à force d'être le content guy d'une boîte créative, je me suis dit, bah, tiens, est-ce que je ne tournerai pas la table et est-ce que je ne deviendrai pas le créatif dans une boîte de content? Et voilà, je suis assez content du résultat pour le moment. Alors, j'ai appelé ce petit webinar du Customer Care au Social Care, puisque je pense sincèrement qu'il y a eu un shift, en fait, entre ce qu'on appelle le Customer Care classique, vous voyez, donc on a des équipes comme ça de Customer Care qui répondent à des plaintes directes, et ce qu'on fait aujourd'hui quand on modère sur des pages, donc, où il va y avoir un mélange de ce Customer Care, un classique, donc il y a plein de règles qui existent encore, mais il y a aussi de nouvelles techniques à déployer, puisque on va voir pourquoi, en fait, finalement. C'est à ça que sert ce webinar. Je ne vais pas tout vous raconter sur le premier slide, il ne faut pas déconner non plus. Alors, les gens se sont toujours plaints, ça c'est un fait. Je veux dire, on s'est toujours plaint, vous êtes toujours plaint depuis que vous êtes né, hein, je ne veux pas le gobelet rouge, hein, je ne veux pas manger ces Kellogg's, je ne veux pas du lait. Tout le monde se plaint, c'est comme ça. Là, c'est la toute première plainte retrouvée dans l'histoire. Donc, c'est une plainte de 1750 avant Jésus-Christ et elle est gravée sur une tablette de boue. Et c'est un mec qui s'appelle Eanassir, Nani, qui se plaint d'un marchand et qui lui dit, en gros, qu'il ne veut plus jamais avoir affaire à lui et tout. Donc, les gens se sont toujours plaints. Ça, c'est un truc qui ne changera pas et ça n'a pas évolué avec les réseaux sociaux et ça n'a pas changé. Je dis parfois, ouais, les réseaux sociaux, tout le monde a envie de se plaindre. Le problème, c'est pas que les gens se plaignent plus, c'est que les gens ont plus facile à se plaindre. C'est beaucoup plus facile. Regardez-moi cette plainte, elle est parfaite. D'accord? Et ça, c'est typiquement le genre de plainte qu'on va recevoir. Ce sont des plaintes non avérées, en fait. C'est des plaintes qui s'annulent en cours de plainte. Donc ici, on a un mec qui contacte Domino en disant, ouais, Domino, j'ai commandé une pizza et il n'y a rien dessus, il n'y a que du pain. Domino fait, ah, désolé d'apprendre ça, envoyez-nous nourrir. Puis le mec répond, ouais, non, désolé, je l'ai juste ouvert à l'envers, tu vois. Mais ça, c'est des choses qui vont arriver tous les jours et qui vous font perdre du temps. Parce qu'il va falloir rapidement analyser si une plainte est légitime ou si elle est débile, en fait. Et on va voir pas mal de petites techniques comme ça. C'est aussi tellement facile aujourd'hui de se moquer des marques. Ben, il y a une profusion de contenu. Vous le savez, si vous travaillez pour des marques ou si vous êtes vous-même responsable marketing d'une marque, on nous demande de créer énormément de contenu. Et des fois, dans des délais très rapides, enfin très courts. Et du coup, il y a plus d'erreurs. D'accord? Quand on avait 6 mois pour faire une affiche, bah, il y avait moins d'erreurs que quand on a une demi-journée pour faire un post, le traduire, le machin. Et donc, ça mène à ce post de Proximus, par exemple, qui dit que Proximus cherche des traînées. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il y a du franglais, parce que ça a probablement été traduit à la va-vite par quelqu'un qui ne maîtrisait pas le français. Et là, quand vous créez ça, ben, vous allez déclencher les moqueries et vous allez potentiellement avoir beaucoup de boulot en modération. Voilà. Puis il y a des sujets aussi qui vont ramener plus de problèmes et des choses comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé?
Ça, c'est la vraie question, hein. Je suis désolé, il y a un voisin qui tond sa pelouse. C'est mieux maintenant qu'un dimanche matin, vous allez me dire, mais voilà. Qu'est-ce qui s'est passé, en fait, entre cette tablette debout, où quand même le mec, franchement, ça a dû lui aller loin, quoi, le problème qui s'est passé avec ce petit marchand, puisqu'il a pris une tablette debout, il l'a fait sécher et puis il l'a gravée. Il y a une démarche de plainte. C'est une démarche qui est un peu plus importante que même d'écrire une lettre. Donc, qu'est-ce qui s'est passé entre ce moment-là et ce moment où ce mec se plaint parce qu'il a ouvert une pizza qu'il n'avait pas retournée? Et voilà. Alors, je pense qu'il y a 4 grands facteurs qui expliquent la modification de la gestion des plaintes et la transformation en fait, du paysage de la gestion des plaintes. Le premier, c'est le volume, selon moi, mais je vais les décliner chacun après, vous verrez. Le deuxième, c'est ce qu'on appelle le ease of use. Il n'a jamais été aussi simple de créer du contenu, donc aussi simple de se plaindre. Le troisième, qui rend le truc un peu compliqué, c'est que finalement, on est passé d'un environnement qui était semi-privé, puisqu'une lettre, un coup de téléphone, on n'est pas dans de l'intime, mais on est dans du semi-privé, à l'arène publique. Et ça, vous le savez très bien, si vous êtes en charge parfois de modération et tout, ce qui rend compliqué le bordel, j'ai envie de dire, c'est qu'on est dans une arène semi-publique, du coup, les gens campent sur leur position et sont de mauvaise foi parce qu'ils ne veulent pas perdre la face publiquement. Ça, c'est un des points aussi. Et ensuite, on a toutes les notions de timing, puisque les gens attendent des réponses très rapides. Alors, pour parler du volume, qu'est-ce qui s'est passé? C'était assez simple. Il y a tous ces gens-là, vous voyez, on a à peu près des chiffres, des gens qui utilisent les réseaux sociaux en Belgique. Et voilà tous ces gens-là. Donc, on a on a quasi 7 500 000 personnes sur Facebook. Alors, tous ces gens-là ne veulent pas que vous souffrez et que vous mouriez dans d'autres souffrances, mais certains d'entre eux le veulent, puisque on a aujourd'hui un consommateur sur 26 qui se plaint. Alors, la source, je m'en souviens plus, mais c'est Internet. Mais c'est moi qui ai fait le petit dessin avec les emojis, donc vous pouvez me sourcer moi. Mais donc voilà, il y a une personne sur 28 qui se plaint aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Alors pourquoi? Ça, c'est la question. Il y a des plaintes qui sont très légitimes, donc il ne faut pas non plus tomber dans le mauvais côté du truc et de se dire ouais, les gens font que se plaindre, c'est des cons, je leur réponds plus. Il y a des plaintes qui sont légitimes et je pense qu'il ne faut pas oublier que le premier rôle qu'on a quand on fait du customer care sur les réseaux sociaux, c'est de gérer la clientèle. Et donc, c'est de lui permettre de passer un meilleur moment. Vous voyez, c'est pas juste de faire des vannes pour être sur les perles du community manager. Ça, il faut bien le comprendre, ok? Alors, là, on est sur tout ce qui est ease of use, ok? Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre cette lettre de Magritte, je ne sais pas si vous connaissez cette lettre, mais elle est assez incroyable. Magritte s'adresse à un critique d'art qui a critiqué en fait son exposition en disant qu'elle était nulle et qu'elle valait pas le coup et tout ça. Et Magritte lui envoie une lettre qui dit « Cher monsieur Dupéreux, la bêtise est un spectacle fort affligeant, mais la colère d'un imbécile a quelque chose de réconfortant. Aussi, je tiens à vous remercier pour les quelques lignes que vous avez consacrées à mon exposition. Tout le monde m'assure que vous n'êtes qu'une vieille pompe à merde et que vous ne méritez pas la moindre attention. Il va sans dire que je n'en crois rien et vous prie de croire, cher monsieur Dupéreux, en mes sentiments les meilleurs. » Vous voyez, ça, en tant que community manager, quand tu reçois ça, tu te fais waouh, comment je réponds à ça? Le mec me détruit, quoi. Surtout que, comme c'est bien écrit, il va y avoir des centaines de likes dessus et tu vas être obligé de répondre, sinon tu perds la face. Aujourd'hui, les gens ils disent pub de con, voilà, et ils font plus l'effort forcément d'écrire. Enfin, pas tous. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est le ease of use, quoi. C'est qu'on a tout le temps notre téléphone, que c'est devenu un geste impulsif de prendre son téléphone pour se plaindre. On sort d'un resto, on met une étoile. Le livreur Uber, il a 3 minutes de retard, on lui met une étoile. Enfin, moi pas. J'essaye de rester cool quand même parce que c'est pas un chouette métier qu'ils font. Mais on a ce réflexe compulsif parce que c'est facile de prendre son téléphone. C'est tellement facile. On ne se connecte plus à Internet. On est constamment connecté à Internet. Je suis plus obligé de me prendre 3 minutes de Mozart avant de tomber sur la nana du customer care de Brico pour me plaindre de ma chaudière ou de la mauvaise réception de mon produit. Je peux juste prendre Facebook et poster une plainte. Donc, ça devient un des réflexes premiers. D'ailleurs, aujourd'hui, vous le voyez, 34% des gens utilisent les réseaux sociaux pour se plaindre. Donc, enfin,
les gens se plaignent à 34% plus sur les réseaux sociaux. Ok, hop, ça c'est très bien, ça c'est mis mieux. Vous voyez que le live chat aussi est très très utilisé, les gens aiment beaucoup. Pourquoi? Parce que c'est encore plus facile. En fait, ce que les gens n'aiment pas, c'est quand c'est compliqué de se plaindre. Ils envoient un mail, ok, et ensuite seulement ils téléphonent. Alors moi j'adore me plaindre par téléphone, je trouve ça mieux parce qu'en général ça se règle. Et après 5 auteurs, vous avez peut-être les gens qui vont écrire des lettres, envoyer un télégraphe, je sais pas, envoyer un pigeon voyageur, je sais pas ce que ça peut être, mais en tout cas, voilà, la majorité des plaintes a lieu sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Et c'est pour ça que c'est hyper stratégique d'avoir des community managers qui travaillent sur ces réseaux sociaux. Alors on a le timing aussi. Le timing, c'est quelque chose qui a vachement changé le monde du customer care, puisque quand j'envoyais une lettre à Brico ou que j'appelais Brico, j'attendais pas que mon problème se règle dans la minute. Je comprenais que les choses prennent du temps. Sauf qu'aujourd'hui, on peut le voir, 40% des consommateurs attendent une réponse en moins d'1 heure. Et en général, quand un client vous embauche pour une mission de community management, il va pouvoir mettre ses standards, ses temps de réponse. Alors, en général, on ne dépasse pas les 24 heures, d'accord? Je vois qu'il y a des gens de la SNCB, je ne sais pas, par exemple, vous, quelles sont vos attentes, en combien de temps vous devez répondre aux gens, mais je pense que c'est beaucoup plus court que les 24 heures. 7 minutes, voilà. Vous voyez, 7 minutes, c'est énorme. Et c'est très juste, d'accord? 32% des gens pensent que moins de 30 minutes, c'est raisonnable pour recevoir une réponse. Et donc, quand tu es en dessous de 7 minutes, c'est génial et on verra après pourquoi. Donc, ensuite, on a tout ce qui est Public Arena. Et comme je le disais, la gestion des plaintes, elle a bougé du semi-privé à la sphère publique. Ce qui la rend beaucoup plus complexe et tricky, puisque le but, ce n'est pas seulement de faire en sorte que votre client soit content et puisse continuer son truc et se faire « Ah ok, bah, la marque m'a bien aidé », mais c'est aussi de faire en sorte que les gens qui lisent la conversation pensent que vous avez raison. Et là, ça rend l'exercice de plus en plus délicat, puisqu'en fait, il va falloir apporter des réponses tout en convainquant les potentiels lecteurs de votre réponse. Ce qui en fait un lieu en fait vraiment où vous allez pouvoir déployer des stratégies de communication pour réussir à convaincre en fait. Donc c'est une réponse d'un community manager doit à la fois aider le consommateur, dans certains cas, enfin dans la plupart des cas, on verra qu'il y a des cas qui sont un peu différents, mais aussi convaincre les potentiels consommateurs que la marque est cool, quoi. Et là, ça rend le truc, vous voyez que ça rend le truc compliqué. Alors, qu'est-ce qui transforme les gens j'ai mis asshole en anglais, mais je ne vais pas le dire en français, sur Internet. Il y a 2 grands facteurs, et là, je réfère aux travaux de Cialdini que je vous conseille vraiment de lire. Hein. Il y a un bouquin qui s'appelle Impact of Persuasion ou un truc comme ça. Bref, c'est très, très, très bien. Dans ce bouquin, il parle des 6 principes de la persuasion, il en a rajouté un 7e, mais il y a des principes de la persuasion et des réflexes, on va dire, de notre mental humain qui vont aider à nous transformer en véritables connards sur Internet. Le premier, c'est la cohérence, le principe de cohérence. Le principe de cohérence, c'est quoi? C'est que on aime bien être cohérent avec ce qu'on a dit. Donc, je fais ce que je dis. Donc, si je dis « je déteste la SNCB, c'est une marque nulle », et que je le dis publiquement, ça va être très, très compliqué pour quelqu'un de la SNCB de me faire dire le contraire publiquement, puisque je me suis engagé publiquement comme étant un ennemi de la SNCB. Ça, c'est un des premiers critères qui fait que les gens deviennent vraiment des salopards sur Internet. Le deuxième, c'est la preuve sociale. La preuve sociale fait que, en fait, quand vous ne savez pas quoi faire, vous avez tendance à vous ranger du côté de la majorité. Et si vous êtes sur une marque qui a une communauté qui est plutôt toxique que positive, donc qui a une dynamique toxique, la plupart des gens vont, comme ils ne savent pas quoi dire, rentrer dans cette dynamique négative. Donc on verra des stratégies après pour changer une dynamique négative et la transformer en dynamique positive. Je tiens à vous dire aussi, n'hésitez pas, vous êtes 17, donc si vous voulez me poser des questions via le chat, n'hésitez pas.
D'accord? Vous pouvez. Alors, le challenge, je pense, aujourd'hui, qui nous anime, c'est d'être good enough, fast enough. Parce que on ne peut pas passer une journée à répondre à quelqu'un. Mais il faut qu'on réponde bien. Donc, ça va être de trouver cet équilibre entre l'efficacité d'une part, et enfin, non, ça va être d'être efficace. Donc, c'est de la rapidité et la validité de la réponse. Ça va être la clé. Alors, évidemment, la clé de ça, c'est d'avoir accès à des ressources. Puisque ce qui prend du temps en général dans la modération et dans la gestion de plaintes, c'est avoir accès aux réponses. Puisque, moi, je vous donne l'exemple, chez BeConnect, on travaille beaucoup sur des marques de voitures, puisque nous sommes l'agence social media de D'Ieteren, donc nous avons toutes les marques. Ben, des fois, je vous avoue qu'il y a des questions techniques qui nous dépassent. Donc, on doit contacter quelqu'un qui connaît les réponses techniques chez notre client pour avoir la réponse et tout ça. Ça prend du temps. Donc, le but, ça va être d'accélérer ce process pour prendre moins de temps à répondre et pouvoir répondre à plus de gens. Attendez, parce que, hop là. Alors, pourquoi répondre rapidement? Et ici, par exemple, on parlait de 7 minutes de temps de réponse maximum. Des études ont montré que quand une plainte d'un client est gérée en dessous des 5 minutes, ce client a tendance à plus dépenser avec la marque après. Alors, c'est des études, les gars, je sais, les études, c'est les statistiques. Alors, les statistiques, c'est comme les mini-jupes, ça monte beaucoup, ça cache l'essentiel, je sais. Mais toujours est-il qu'il y a un sentiment positif qui découle d'une plainte répondue rapidement et de manière positive. Donc, il ne faut pas oublier qu'une marque, ça se construit aussi dans ce genre de relation. Parce que je connais beaucoup de gens qui ne jurent que par la publicité, la radio, les choses comme ça, sauf que leur marque, elle se construit aussi par ce genre de relation. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Le community management et la gestion des plaintes peut aussi être une opportunité créative, peut aussi expliquer votre marque au public, puisque la façon dont vous allez répondre va pouvoir exprimer quelque chose sur votre marque ou sur votre projet. Ok? Je vous donne cet exemple, alors je suis désolé, c'est un peu violent. Voici des commentaires assez violents qui découlaient d'un article d'une blogueuse qui s'appelle Claire Fegre sur un article, enfin, c'était des commentaires à un article qu'elle avait écrit sur la pilule du lendemain et les plannings familiaux. Okay, donc là, vous voyez des gens pas très hip-hop, hein, comme on dit. Voilà, c'est infernal. Alors, évidemment, ça, moi, je vous dis, on verra des techniques après. Ça, moi, j'ai tendance à supprimer tout de suite puisque c'est insultant. Ce qui est insultant, je supprime. Il ne faut pas se prendre la tête plus loin que ça. Je ne le cache même pas, je le supprime et point, et tu dégages. OK? Sauf que, parfois, ce genre de commentaires-là, vous allez pouvoir en faire quelque chose de bien. Regardez par exemple ici. Ce que Claire Fegre a fait, c'est qu'elle a pris tous les commentaires, elle les a réunis dans un bouquin qu'elle a vendu. Elle a dégagé 14 000 € de bénéfices grâce à ce bouquin et elle les a légués au planning familial. Du coup, elle a transformé la haine des gens en quelque chose de positif. Et finalement, je pense que c'est ça la créativité, c'est transformer des choses négatives en choses positives, transformer des problèmes en solutions, transformer des marques que personne n'aime en marques que les gens aiment, le négatif en positif. Le community management peut vous aider à faire ça aussi. Alors, la question, les amis, c'est comment être bon assez et rapide assez, en fait, en tant que community manager. C'est une vraie question, c'est très compliqué, ok? Alors moi, je vous ai créé les commandements du modérateur. Je suis désolé pour les références un peu religieuses, s'il y a des gens que ça choque. Moi, perso, je m'en fous un peu de tout ça. Donc voilà. Alors, règle numéro 1, tu ne diliteras point. Je pourrais le faire avec une voix. Tu ne diliteras point. Voilà. C'est important ça, parce qu'on a tendance à penser que c'est une solution facile et efficace d'effacer un message qui ne nous plaît pas. Ok? Mais vous connaissez tous, si vous avez fait un peu de marketing, de psychologie sociale et des choses comme ça, ce qu'on appelle l'effet Streisand. L'effet Streisand, c'est quoi? C'est un phénomène social qui fait que quand vous essayez de cacher quelque chose, vous allez en fait augmenter la curiosité autour de ce truc. Puisque c'est caché, c'est que c'est important.
c'est qu'on ne veut pas qu'on le voit. Donc, j'ai envie de le voir. Bon, ça porte le nom de Barbara Streisand, qui est une actrice, parce qu'en fait, en gros, la villa que je vous montre ici, donc c'est le fameux cliché. Ce cliché avait été pris par des paparazzis, avait été publié dans un magazine. Barbara Streisand a tout fait pour le supprimer. Et en fait, à cause de ça, je vous montre ce cliché aujourd'hui. Donc en fait, c'est un effet, c'est typiquement ce qu'on appelle un effet pervers, puisque la victime qui souhaite cacher quelque chose, en fait, augmente la visibilité de cette chose. Donc, par exemple, quand vous allez supprimer un commentaire, okay, vous allez pouvoir augmenter sa visibilité. Pourquoi? Parce que la personne dont vous supprimez le commentaire peut, par exemple, avoir screené leur maître. Enfin, vous voyez? Donc, il faut toujours se méfier du delete. J'ai un petit case ici qui va vous montrer le truc. Alors, je suis désolé pour le son. Je pense que ça ne fonctionne pas bien. Il n'y a pas de son, mais c'est pas grave. Je vous ai montré un peu. Je pense que le malaise est palpable visuellement. Ce qui se passe, nous sommes, je sais pas, il y a 1 ou 2 ans, pendant ce qu'on appelle la BlizzCon. Alors BlizzCon, c'est quoi? Blizzard, c'est un éditeur de jeux vidéo, d'accord? C'est un éditeur de jeux vidéo qui a créé des jeux vidéo qui sont des références aujourd'hui. J'ai l'impression que moi, je suis un peu dans le mal là. Donc c'est un éditeur qui a créé des jeux de référence comme World of Warcraft, Diablo. Même si vous n'êtes pas des nerds, vous avez déjà dû entendre parler de ces jeux. Ils arrivent en fait à la BlizzCon et ils font une annonce sur Diablo. Évidemment, tous les nerds n'en peuvent plus. Ils sont là, ouais, il va y avoir un Diablo 4, c'est génial. Ma vie va pas du tout changer parce que de toute façon, je resterai dans ma chambre à jouer à l'ordinateur, mais je serai sur un nouveau jeu, donc je suis très excité. Je vais à la BlizzCon. Moi, je parle pas de moi, hein, moi, j'ai pas été à la BlizzCon. Et en fait, Blizzard annonce un jeu mobile, mais un peu pourri, quoi. Et là, c'est le drame. Les gens sont vraiment très peu contents de l'effet d'annonce et tout ça. Et quand vous allez sur YouTube, vous remarquez ici que la cinématique, donc le trailer cinématique de Diablo Immortal, donc ça s'appelait, je vous laisse voir les chiffres, hein, donc 9500 j'aime, 305 000 je n'aime pas. Ce qui est pas terrible. Vraiment, en termes de chiffres, tu préfères avoir l'inverse. Là-dessus, il y a un petit malin qui remarque en fait qu'il n'arrête pas de refresh sa page YouTube et qu'en fait, le nombre de dislikes baisse quand il actualise la page. Et donc, en fait, que Blizzard, avec l'aide de Google, supprimerait en fait des comptes qui ont disliké. Alors, voilà. À votre avis, qu'est-ce qui se passe après ça? Eh bien, il se passe que ça attire beaucoup plus l'attention sur le fait que le jeu n'est pas bien reçu. Puisque, même en dehors de la sphère nerd et de la sphère geek, il y a des articles qui commencent à parler de ce cas. On a par exemple Review Tech USA qui commence à en parler. Et donc, ça sort de ce qui devait être un épiphénomène de nerd, devient une actualité en fait pour la presse. Et tout ça à cause du delete de certains commentaires. Alors évidemment, il y a d'autres trucs. Alors évidemment, quand vous commencez à faire des choses comme ça, votre communauté va elle-même vous attaquer. Donc là, ici, sur les forums, par exemple, de Blizzard, on avait des gens qui venaient faire un peu les comiques. Hein, Blizzard, efface ça, tout ça, blabla. On connaît. Quand on travaille là-dedans, on sait très bien que les trolls, ben, ils sont présents. Et évidemment, effectivement, Blizzard effaçait. Là où c'est pire, et là où ça devient très problématique, c'est ça. C'est que ça, c'est le résultat de la crise. Au-delà du fait que les gens n'aiment pas le jeu, ne vont peut-être pas l'acheter et tout ça, c'est la baisse de l'action Activision Blizzard suite à toute cette critique. Et si cette critique avait été mieux encerclée et si la stratégie de gestion de crise n'avait pas été de juste effacer, de faire la politique de l'autruche, je ne pense pas que l'action serait tombée aussi bas. Je pense qu'il y a aussi eu des problèmes de présentation du jeu, mais ça, je pense que c'est un autre débat aussi. Alors évidemment, on efface tout ce qui est insultant, pornographique, raciste, tout ça. On ne va pas perdre de temps avec ça.
Pour vous assurer d'être dans votre bon droit, moi, ce que je recommande souvent, c'est de faire des guidelines. Alors, je vous en ai mis ici, c'est les guidelines de 2014 de Brico, mais elles marchent toujours. Elles expliquent que sont notamment interdits sur cette page les commentaires à caractère diffamatoire, les propos injurieux, obscènes ou offensants, la violence ou l'incitation à la violence, blablabla, et le détournement de la page à des fins professionnelles, commerciales, politiques ou religieuses. Ça veut dire que comme ça, vous pouvez aussi, l'air de rien, baquer les concurrents qui viendraient recruter sur votre page. Et c'est clair. Je veux dire, c'est clair, c'est noté. Donc, il n'y a pas de truc, il n'y a rien à redire de ça, quoi. Deuxième, et ça c'est hyper important, j'ai dit deuxième en faisant un, mais deuxième, voilà. Deuxième, je pense que parfois, ce n'est pas obligatoire de répondre. Et parfois même, il vaut mieux ne pas répondre. Alors ça, c'est compliqué parce que quand on a des obligations de répondre à 100% des messages en moins de 7 minutes, on est un peu foutu. Mais je vais vous expliquer pourquoi je pense qu'il est parfois intelligent de ne pas répondre. On sait tous que ce soit Facebook, Twitter, Instagram, la façon dont les gens rentrent en collision avec le contenu, c'est les algorithmes. Okay, donc ça, c'est la technique. Donc un algorithme, c'est quoi? C'est un petit calcul, c'est une sorte d'intelligence artificielle qui va décider quel contenu, qui va voir quel contenu. Okay, on le sait que, en tout cas dans tous les réseaux de Facebook et probablement sur LinkedIn, parce que LinkedIn pompe tous de Facebook, et sur du Twitter, il y a un poids assez fort de tous les critères affinitaires dans l'algorithme. Ça veut dire que quand mes amis commentent sur quelque chose, commentent un post, j'ai plus de chances de le voir. Ok ? Vous me suivez. Donc imaginez, moi je me plains sur une marque comme quoi elle aurait fait quelque chose de mal. Okay, la page me répond. Je ne suis pas d'accord avec sa réponse parce que je suis convaincu que j'ai raison. Donc je réponds. Et là, Facebook commence à se dire mais en fait, cette page, ce gars, il adore cette page, il n'arrête pas de parler avec. Du coup, en fait, ses amis devraient voir ce post. Et du coup, en fait, de fil en aiguille, vous allez augmenter la visibilité d'un post que vous n'avez pas envie de voir augmenter. C'est vraiment ça, hein, vous voyez. Facebook va classer votre post et lui donner un score. Et le fait de répondre et d'inviter les gens à répondre et de donner du grain à moudre en fait, à une conversation que vous n'avez pas envie de tenir, eh ben, va faire en sorte que vous allez, hop, désolé, j'ai reçu un mail, vous voyez, ça c'est vraiment le problème. On va faire comme ça. Vous allez faire hop, ce post va tout en haut. Je vais vous donner un exemple d'un post qui pour moi était trop sensible et n'aurait peut-être pas dû, j'ai envie de dire, le post ne devait pas être vite répondu, quoi. Ça, je viens d'expliquer. Exemple. Nous avons quelqu'un qui vient se plaindre sur la page de Volkswagen. Nous sommes en 2017, je crois, ou 2018. Enfin, je ne me souviens plus trop. Voilà. Parti pour acheter une Volkswagen familiale, juste que vos techniques de test sur les singes m'ont définitivement convaincu d'aller voir ailleurs. Alors là, regardez. Qu'est-ce que vous voulez répondre à ça? Alors, la réponse n'est pas mauvaise. Hein. Honnêtement, je pense que la réponse est pas mauvaise. Maintenant, le problème, c'est que vous et moi, par exemple, on ne savait pas qu'il y avait eu ces techniques. Okay, et on est amis avec cette personne. On a ici Volkswagen qui valide, donc qui dit « oui, c'est vrai ce que tu dis », donc qui ne garde pas cette distance avec l'accusation, même si elle est avérée. En tant que modérateur, on essaie toujours de garder le truc dans le flou parce que n'oubliez pas qu'on modère aussi pour les gens qui vont lire le truc, et donc les amis de cette personne. Donc ce qui va se passer là, c'est qu'en fait, je vais, par ma réponse, okay, potentiellement inviter la personne à répondre parce qu'elle n'est pas d'accord, okay, ce qui va augmenter la visibilité du post dans l'algorithme, ce qui va donner en fait plus de visibilité sur la crise à des personnes qui n'en étaient pas averties. Et en plus, ces personnes vont voir que la marque elle-même reconnaît que ça existait. Selon moi, c'est le genre de post qu'on laisse de côté, on les surveille bien, on attend de voir s'ils partent en sucette ou pas, mais je préfère ne pas y répondre. Et c'est purement tactique, quoi. Alors, troisième règle très très importante, les gars, enfin les amis, c'est de répandre la bonne parole. D'accord ? Ne vous enfermez pas dans des conceptions trop négatives.
dans une dynamique trop négative de votre communauté. Si vous avez quelqu'un qui vous remercie pour votre service, vous devez le mettre en avant. C'est hyper important. Ça s'appelle un renforcement positif. Ok ? Vous allez clipser votre marque à des sentiments positifs. C'est hyper important. Alors, un renforcement positif, c'est quoi ? C'est l'introduction d'un stimulus plaisant, ok, à votre marque. Donc, vous allez lier un stimulus plaisant à votre marque. Je vous le disais, il y a la preuve sociale qui est très, très importante dans ce genre de cas. Et le problème, c'est que vous allez vous allez avoir des communautés très négatives où les gens ne font que se plaindre, et ça va appeler les gens qui se plaignent à se plaindre. D'accord ? Prenez, en fait, votre communauté, c'est un peu comme un symbiote intestinal, vous voyez ? C'est ce que vous donnez à manger à votre corps qui développe les bactéries. Elles ne viennent pas toutes seules. Donc, quand vous mangez mal, vous avez plus envie de manger mal parce que vous développez des bactéries qui ont besoin de gras et des choses comme ça, intestinales. Okay. Eh bien, les communautés, c'est pareil. Si vous laissez les communautés négatives prendre l'ascendant, vous allez terminer comme jeuxvideo.com. Hein, les forums de jeuxvideo.com, où c'est le bordel absolu, où il y a des problèmes enfin, il y a des gens qui sont harcelés et tout, à cause de ces communautés, parce qu'elles sont devenues très nocives. Comment on fait justement pour éviter ça ? Le user-generated content, donc prendre en compte ce que les gens nous laissent de positif et le réutiliser en tant que marque, ça peut créer une spirale positive, puisque vous allez mettre en avant les comportements positifs. Donc, les gens avec une base positive vont plus se reconnaître et vont vouloir poser les mêmes genres de comportements. Donc, c'est hyper important de comprendre, de voir aussi le côté macro de votre communauté, parce qu'il y a une gestion micro dans les commentaires, mais une gestion aussi macro de la communauté. C'est-à-dire de réussir à lever un peu la tête du guidon et de se dire, globalement, est-ce que j'ai plus une communauté négative ou positive ? Comment je peux changer ça ? C'est là que les reportings sont hyper importants. Parce qu'en fin de mois, ce qui est important, ce n'est pas seulement de savoir « tiens, j'ai gagné 500 personnes ou 1000 personnes ». C'est « tiens, globalement, c'est quoi le sentiment de ma communauté par rapport à ma marque ? Est-ce qu'il est positif ou négatif ? Est-ce que j'ai plus de gens qui se plaignent ou de gens qui me remercient ? Est-ce que j'ai des gens qui arrivent avec, je sais pas, de la production de contenu fun, qui aiment bien ma marque et qui veulent le montrer ? Si oui, travailler avec ces gens pour permettre de couper un peu l'herbe sur le pied à la communauté négative, qui, une fois en fait qu'elle ne s'amuse plus, part, quoi, tout simplement. Ça, vous voyez, vous connaissez tous Monsieur tout nu de la Redoute, je crois que vous vous en souvenez. Hein, donc la Redoute, on trouve un truc, c'est un peu le scandale, un monsieur tout nu sur une photo avec des enfants. Oui, c'est vrai. La Redoute le tourne de manière très, très positive après, puisque dans sa gestion de la plainte, ils vont faire en sorte de... Ça m'embête de ne pas avoir de son. Hein. Bon, écoutez, je vous ai mis la vidéo, je mettrai un lien dans les slides du webinaire, mais ils vont faire en sorte de transformer cette crise en quelque chose de positif et le tourner en fait en chasse au trésor dans le catalogue de la Redoute pour trouver les photos qui sont photoshopées puisqu'ils en rajoutent. C'est une façon très maligne de transformer le négatif en positif, de transformer vraiment ce sentiment négatif en sentiment positif. Et je vous le rappelle, c'est pas être heureux qui fait sourire, c'est sourire qui rend heureux. Et ça, c'est une affirmation complètement hasardeuse, mais ça, on pourrait imaginer utiliser cette petite affirmation dans la gestion de communauté. C'est créer quelque chose de positif, les gens positifs vont suivre. Et soyez intransigeants avec les gens trop négatifs et tout ça. Je ne vais pas vous montrer la vidéo, mais je vous inviterai à aller la regarder après. C'est la déclaration officielle. Alors, vous voyez, c'est très officiel, justement, dans le visuel, vous voyez. C'est pas « oh là, il y avait un monsieur tout nu ». C'est vraiment, c'est presque un communiqué de presse filmé, mais qui en fait est un concours. C'est très intelligent. N'hésitez pas à m'interrompre s'il y a des choses qui ne sont pas claires. Après, je pense que c'est génial. Voilà. Il faut toujours... Ne soyez pas modeste. Tout est une question d'attitude. 4, très important, reconnaître qui s'adresse à vous. Ça, je pense que c'est la clé des relations humaines.
ok. Il faut comprendre, il y a des gens qui n'acceptent rien, il y a des gens qui s'offusquent directement, il y a des gens qui sont dans l'émotionnel, il y a des gens, voilà. Et on peut les reconnaître, et des petites techniques qui permettent de les reconnaître. Alors, c'est très, très dur de les reconnaître sur un seul message, mais c'est possible. Et ça va vous aider, ça fait gagner du temps, les amis. Alors, vous connaissez, si je vous montre ces 4 personnes, de prime abord, vous vous doutez bien que vous n'allez pas vous adresser à elles de la même manière. D'accord? On ne va pas parler au loup de Wall Street comme on parle à l'âne de Shrek. C'est des caractères qui n'attendent pas du tout la même chose. Ok? Il y a vraiment 4 grands types de personnalités. C'est le profil, ce qu'on appelle le truc Meryl Reed, le profil Meryl Reed. C'est assez intéressant. Je vous invite à le faire pour vous, parce que c'est assez marrant. Vous pouvez essayer de. Je vais vous expliquer à peu près le, le framework, et après essayer d'imaginer et de vous positionner dans l'une de ces cases. Et en fait, la façon dont vous réagissez aux commentaires dépend aussi de ce type de profil que vous avez. Donc, c'est hyper important de comprendre qui vous avez en face de vous, parce que ça va créer des raccourcis de réponse. Vous allez moins douter sur la stratégie de réponse à utiliser. Donc, chacun de ces profils attend d'autres choses des relations sociales, ok? Parce qu'elle voit la vie et le monde à travers un prisme différent. Il est hyper primordial d'adapter votre communication à chacune de ces personnalités. On va commencer par la personnalité que les gens préfèrent. Hein. Voilà. Et d'abord, je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Donc, le principe de Meryl Reed, c'est que vous tracez 2 axes. Ok, vous avez un axe avec les gens qui sont d'un côté très assertifs, de l'autre plutôt dans la demande, plutôt dans l'autorisation. Et vous avez l'axe, j'ai oublié toujours, c'est les abscisses, c'est ça, vertical, je ne sais pas. Moi, j'ai fait les lettres. Hein. Des gens qui sont soit vraiment dans le self-control, soit hyper axés émotionnels. Ok. Et en fait, on va vous placer à un des endroits de cette grille. Donc, c'est un spectre. Hein, donc, vous n'êtes pas forcément le loup de Wall Street. Hein. Vous allez peut-être être un profil avec un peu d'émotionnel, un peu moins de self-control et un peu plus d'émotionnel, ou un tout petit peu plus. Vous voyez? Donc, ça, c'est assez intéressant à voir. Alors, on va commencer par l'ami de tout le monde, le driver. Alors, le driver, c'est qui? Le driver, c'est quelqu'un qui est hyper assertif parce qu'en fait, il s'en fout de vous. Lui, il veut gagner. Donc, les émotions, pour lui, ne sont pas importantes. Ce qu'il faut, c'est fonctionner et aller de l'avant. Les drivers sont des gens qui sont généralement vus comme intimidants, parfois considérés comme arrogants, voire agressifs. Si vous vous occupez de la modération de certaines pages, vous êtes déjà tombé sur des drivers et vous savez que c'est les plaintes les plus dures à gérer d'un point de vue égo, parce que les gens vous traitent vraiment comme de la merde. Et ça, on peut le dire. Donc, ils ont une forte personnalité, ils cachent leurs émotions, ils apportent très peu de crédit à celles des autres. Ils jouent, ou ils, elles, hein, c'est pas que des hommes, hein, pour gagner. Ils aiment être en contrôle. Ils vous considèrent comme un obstacle ou comme un allié. Donc, le moindre truc de travers, vous devenez un obstacle. Et là, vous n'avez plus aucune considération de leur part. Ils n'aiment pas la complexité et l'ambiguïté, il faut aller droit au but. C'est un peu le profil du mâle alpha ou de la femelle alpha, vous voyez. On en connaît tous autour de nous, des gens comme ça. Alors, si vous doutez du profil de quelqu'un, vous l'invitez au resto. Et en général, c'est des gens qui ne sont pas très cool avec le petit personnel. C'est une erreur, quoi, en tout cas. Et bien, même si d'un point de vue égo, c'est les gens les plus compliqués à gérer, selon moi, c'est les gens les plus simples à gérer, puisqu'en fait, il faut seulement les surclasser. Il faut les traiter comme des ministres. Et en fait, après, ces gens s'adoucissent complètement. Il faut leur donner l'importance qu'ils pensent avoir. Donc, on prend son ego, on le ravale un peu, on prend son petit accent de voix suave et sexy en anglais, on fait « Nous sommes vraiment désolés, nous allons vous mettre en première classe pour le prochain. » Et voilà, le mec, il est content, et vous passez à autre chose. Parce que si vous essayez d'avoir raison face à lui, ça n'ira pas, puisqu'il est persuadé d'avoir raison, et il joue pour avoir raison. Ok ? On est efficace, pas de superficiel, pas de bullshit, pas de machin, on surclasse, on perd pas de temps, d'accord ? On ne le crispe pas, on fait certainement pas une blague à un driver. Ça, c'est mort. Le mec, il pense qu'il est ministre. Hein. Donc, si vous faites une blague, vous ne le respectez pas, d'accord ? Et on ne le met pas dans... Ouais, le mettez pas à contre... Le laissez pas être à contre-pied. Quoi. Il ne faut jamais le mettre en porte-à-faux parce qu'il va devenir de plus en plus agressif. Je vous montre un exemple de message de driver que j'ai reçu pendant ma carrière.
J'espère que le service client ou Undo, le concessionnaire, est assez calé. Sinon, je vais vous pourrir la vie. Faites bien attention à votre réponse. Je sens que je vais faire des étincelles. Alors, honnêtement, qui a envie de répondre à ce gars? Personne, mais il faut y répondre. Et là, étrangement, ça ne sert à rien d'arriver en disant ouais, vous pourriez être poli ou vous pourriez faire votre demande de manière un peu plus polie ou quoi. Ça ne sert à rien. Là, vous arrivez en disant ah, nous comprenons et tout, vous lui redonnez son importance, le mec il va redescendre directement. C'est un truc de fou quoi, parce que c'est pas une stratégie qui a l'air très comment on dit ça. C'est pas une stratégie qui coule de source quoi. En général, on a tendance à être agressif avec les gens agressifs, à être gentil avec les gens gentils. Mais en fait, être gentil avec les gens agressifs, ça marche hyper fort parce que ça les fait vraiment descendre de 3 tons. Je pense qu'on a un exemple très très récent chez BeConnect où justement on se posait les questions de la stratégie adoptée sur quelqu'un qui nous reprochait une faute de néerlandais dans un poste, un député de la NVA. Et en fait, on lui a parlé vraiment en mode surclasse, machin. Et le mec a vraiment dit ah, merci de m'avoir répondu. Donc, vous voyez, alors qu'à la base, il était vraiment dans l'attaque. Les analytiques, alors ça, ils sont cool, hein, mais ça, c'est les rois des emmerdeurs. Excusez-moi, hein, mais l'analytique, c'est quoi? C'est quelqu'un, en fait, qui a tellement besoin que les choses soient vraies pour prendre une décision que ça le rend moins assertif, en fait. Donc, l'analytique, c'est typiquement votre pote qui fait 50 magasins pour trouver une machine à laver et il gagne 10 centimes dessus, tu vois. Il a perdu de l'argent, mais il devait être sûr que c'était la moins chère avant de l'acheter. Donc, le problème des analytiques, c'est que quand ils passent à l'acte, donc quand ils deviennent assertifs, quand ils prennent la parole, c'est généralement pour vous poser une question pour laquelle ils n'ont aucune réponse partout dans l'univers, en fait. Genre, ils ont fait tous les sites, ils connaissent toute votre marque par cœur, même mieux que vous peut-être, mais cette question-là, ils ne l'ont pas. Et quand ils vous posent cette question, en général, vous allez perdre beaucoup de temps pour y répondre. Je vous donne un exemple. Après, d'abord, je vous explique. L'analytique, il est intelligent, parfois considéré comme un nerd. Il est timide et réservé. Pour lui, les émotions sont un peu une faiblesse, donc il n'est pas très expansif, on va dire, dans ses émotions. Il est perfectionniste et déteste faire des erreurs. Il adore la structure et l'organisation. Il a besoin d'être 100% sûr avant de prendre une décision. Et les plus petits détails comptent pour lui. C'est très, très important. On a tous des clients analytiques. On sait très bien qu'on présente une super stratégie annuelle et qu'il y a un client qui va toujours dire « Ouais, mais je ne comprends pas pourquoi la police de la pagination de votre folder, c'est pas la même entre la page 12 et la page 13. » Et là, tout le monde est là « Ouais, mais c'est l'idée. Ouais, mais j'ai pas compris ça. » Ça, c'est typique analytique, quoi. Alors, comment on rassure un analytique? On le rassure toujours avec des chiffres complets, des statistiques, des datas et de l'information vraie et vérifiée. Ne faites pas d'erreurs, parce que comme ils détestent faire des erreurs, ils détestent qu'on en fasse aussi. Et ça, c'est très important à comprendre. Okay. Exemple. Voici une question d'un analytique. Bonjour et merci pour vos réponses. Mais pourriez-vous m'expliquer comment est-ce possible, encore aujourd'hui, que Volkswagen ne propose aucune solution essence sur plusieurs de ses modèles? Comment VW peut-il cautionner la mise en production et sur le marché d'un vrai danger sanitaire? Cela m'échappe, malgré le scandale, machin. Donc le mec est hyper renseigné. C'est le quatrième tour de passe de questions-réponses sur ce poste-là, qui est un message privé. Eh bien, vous savez ce qu'on a fait? On lui a demandé son numéro de téléphone et le responsable PR de Volkswagen l'a appelé. Et le mec était hyper heureux parce qu'il a pu lui poser toutes les questions. Parce que nous, en tant que community manager, on n'avait pas accès aux réponses et à l'argumentaire nécessaire pour bien répondre à un analytique parce qu'il va beaucoup trop loin, en fait. Pourquoi n'existe-t-il pas un moteur essence sur les modèles 2020 de Kepler One ou California ou toute autre van emménagée? Vous voyez, c'est des choses très précises. Donc en fait, ce mec arrive avec une question et un bagage sur la marque qui est peut-être supérieur au vôtre. Et c'est très très compliqué à gérer. Ensuite, si vous travaillez dans une agence, vous les avez tous. Les expressifs. L'expressif, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est très assertif, mais en fait, toute sa prise de décision, elle passe par l'émotionnel. Il pense que. C'est pas baquet, c'est l'inverse d'un analytique.
Un analytique, il prend du temps, il ne va pas se lancer et se mouiller trop parce qu'il n'est pas sûr. Un expressif, il pense qu'il doit dire ça à ce moment-là. Donc il va dire ce qu'il veut quand il veut. C'est globalement 80% de la population des créatifs. Maintenant, il y a des créatifs qui sont analytiques, j'en connais. Il y a des créatifs qui sont aussi amiables, qui est le quatrième profil. Ça arrive, j'en connais aussi. Donc, notre ami là, il quoi? C'est un esprit créatif. Pourquoi? Parce qu'il aime être au centre de l'attention. Il adore ça, ok? Il n'a pas de patience. Il n'aime pas s'embêter. Il est passionné par tout et par rien, ok? Il est parfois considéré comme quelqu'un de bruyant. Il s'exprime parce qu'il en a envie. Ses émotions sont au centre de sa prise de décision. Il n'aime pas les chiffres, les graphiques, les bullet points, tout ça, ça l'emmerde. Hein. Et il est souvent en retard et a globalement une mauvaise organisation. Ce qui le définit principalement en termes de community management, c'est qu'un expressif va toujours se plaindre de manière très sophistiquée. Ça va toujours être un poème, une image, un truc. Il va toujours y avoir quelque chose en plus, vous voyez? Quelque chose qui fait que vous sentez que vous êtes devant un expressif. Comment on le gère, justement? On le laisse parler et on dévie la conversation dans notre direction. Il faut utiliser le bon ton, c'est très important. Il faut répondre de manière égale. Et n'essayez pas de décider de la teneur de la conversation. Il vous invite à danser et vous dansez avec lui, mais pas l'inverse. Donc, l'exemple, voilà un expressif qui dit à une compagnie de téléphonie française qu'il résilie son abonnement. Salut, écoute, on a passé de super moments ensemble, mais voilà, ça ne peut plus durer. Et pour ne rien te cacher, j'ai rencontré quelqu'un ce matin, vers 9h30, qui m'a fait des avances auxquelles je ne peux refuser. Donc, comme quoi on peut être expressif et très mal écrire. J'espère que tu ne m'en voudras pas trop de faire ça par Internet, mais je préfère pas qu'on se revoie. Je te souhaite quand même une bonne continuation, Ben. Alors là, si vous répondez à un truc genre nous sommes navrés de lire ceci, pouvez-vous remplir ce formulaire? Vous passez complètement à côté du truc. Ici, le principe, c'est de répondre exactement dans le ton de la plainte. Et là, le mec, le community manager de Bouygues le fait très bien. Hello Benjamin, ne me fais pas ça, tu me brises le cœur, ne me quitte pas, tout peut s'oublier, je t'offrirai des perles de pluie venues d'un pays où il ne pleut pas, blablabla. Et il répond sur le même ton. Chez les expressifs, vous allez avoir aussi la plupart de ce qu'on appelle les trolls. Okay, et voilà ce qu'un troll peut faire à votre super idée. McDonald's Belgique. Aujourd'hui, c'est la journée la plus longue de l'année. Alors, copiez-coller cette photo dans les commentaires. Comme ça, on fait la frite la plus longue et c'est génial, blablabla. Bam, merci Jens, à plus, sous le bus, quoi. Et là, c'est fini pour la marque. Parce que le commentaire a 6300 likes. Je ne sais pas si vous voyez, donc là, c'est terminé. Là, c'est échec et mat. Donc, les expressifs sont aussi capables de vous pourrir avec une bonne vanne ou quoi. Et il faut être sport, en fait. Quand ils vous détruisent comme ça, soyez sport. C'est vraiment ça. Ça ne sert à rien d'effacer ce poste. Utilisez-le pour prouver que vous pouvez vous moquer de vous-même. Ça a beaucoup de valeur dans les yeux des consommateurs actuels. Et nous avons le dernier, l'amiable. L'amiable, c'est l'âne de Shrek, quoi. Alors, moi, j'ai un profil assez amiable, donc je suis entre l'amiable et l'expressif. Donc, l'amiable, en fait, c'est quelqu'un, sa vie est basée autour du fait qu'il veut qu'on l'apprécie. Il a besoin d'être apprécié par ses pairs. Il a besoin d'être dans un safe space, dans une confiance absolue, d'accord? Et donc, c'est quelqu'un qui est vraiment, qui travaille pour l'équipe. Contrairement au driver, qui lui veut gagner lui, hein, tout seul, l'amiable est quelqu'un qui veut que l'équipe gagne. C'est des gens formidables, hein, les amiables. Par contre, ils sont un peu relous parce qu'ils ne vont pas cacher leurs sentiments, ils vont tout le temps parler de leurs sentiments, ils veulent toujours avoir du feedback sur ah, est-ce que j'ai bien fait ça ou quoi parce qu'ils veulent être appréciés, d'accord? Ce qui fait qu'on peut les reconnaître aussi dans... en fait, je n'ai pas regardé les questions Q&A. Ah, ben j'en ai pas. Très bien. Ce qui fait que les amiables, on peut les débusquer aussi dans les commentaires, puisqu'ils ont quelques réflexes et quelques tics. Puisqu'un amiable peut être fâché. Et du coup, si un amiable est fâché, vous allez avoir tendance, de manière complètement fausse, à le classer dans la partie driver. Parce que quand on est fâché, on n'est pas sympa. C'est normal. Mais le driver, c'est pas juste quelqu'un qui n'est pas sympa. C'est ça qu'il faut comprendre. Par exemple, l'amiable, il va souvent, au lieu de se plaindre directement en sa personne, il va souvent faire des plaintes qui préviennent en fait les gens autour de lui. Oh,
Faites attention à cette marque, blablabla. Ça, c'est typique amiable. C'est le bien commun. Je ne me plains pas que pour me plaindre. Je me plains pour que les gens fassent attention à ne pas se faire arnaquer, vous voyez. Ça, c'est typique amiable. Donc, comment on gère un amiable? Sincère, sympa, ok. Commencez toujours la conversation en ayant un intérêt envers lui. Moi, si vous travaillez avec moi, par exemple, qui a un profil de base amiable, si vous voulez avoir une bonne réunion avec moi, vous commencez à me poser une question sur ma vie privée, quoi. Et là, après, blablabla, et après, je suis bien, voilà, je suis en confiance et je vais y aller. Et j'ai vu des gens dans le chat qui sont comme moi, je les connais parce que j'ai travaillé avec eux. Donc j'ai vu que je sais que c'est des amiables. C'est comme ça un amiable. Il a besoin d'être euh, dans un safe space. Il n'a pas besoin qu'on l'attaque, il a besoin qu'on l'accompagne. Il ne peut pas être mis en compétition. Quand il est mis en compétition, il s'éteint complètement. Donc, c'est des profils qui sont hyper incroyables, mais qui ont il y a de la kryptonite, quoi. Leur kryptonite, c'est le manque de confiance des autres, et c'est très grave. Donc, c'est plus dur de les voir, les amiables, parce qu'ils ont tendance à pas trop se plaindre. Parce que l'amiable, si vous lui apportez un mauvais plat, au restaurant, bah, au pire, il va se dire, ouais, bah, j'avais jamais goûté, c'est pas si grave. Vous voyez. Donc, il a tendance à moins se plaindre. Mais quand il se plaint, ce qu'on peut vraiment remarquer, c'est ce côté je préviens tout le monde et je suis un peu le chevalier blanc. L'amiable, c'est ça, quoi. C'est ne faites pas confiance à Béobank, ce sont des voleurs et arnaquent une bande dans laquelle je ne mettrai plus un pied. Alors ça, c'est typiquement un amiable. Alors comment on répond à ce genre de choses ici et ça, on va le voir au prochain slide. Mais ici, par exemple, il faut être capable de mettre une réponse qui n'agresse pas la personne, mais qui met sa parole en doute. Parce que les autres personnes qui vont lire ce commentaire vont dire, ouais, mais pourquoi Béobank serait des voleurs, des arnaqueurs? Je veux dire, si Béobank sont des voleurs et des arnaqueurs, ils vont passer sous le coup de la justice. Donc, c'est peut-être que cette personne surréagit. On sent déjà le profil émotionnel, d'accord, de la personne. On sent qu'on est dans l'émotion. Donc, ça nous indique déjà qu'on est plutôt sur un amiable. Et puis, comme deuxième indice, on a ne faites pas confiance. Donc, l'appel à l'aide le héros qui se positionne. Donc, là, on sait c'est amiable. Donc, ça ne sert à rien de tout de suite le surclasser directement. Ça sert à rien de lui faire une blague et ça sert à rien de lui balancer des millions de data, il s'en fout. Là, moi, je répondrai un truc oh, navré de dire ceci, on essaye vraiment que tout le monde soit le mieux possible. Pouvez-vous nous expliquer ce qui s'est passé? Et là, en fait, vous allez mettre en cause la plainte de la personne, mais de manière très soft. Et il y a deux solutions. Soit il vous explique ce qui s'est passé. Et globalement, il a pas reçu un prêt, quoi. Parce que voilà. Ou alors il a dû payer des frais parce qu'il a été en négatif, ou j'en sais rien. Mais auquel cas, les gens qui vont lire ça vont se dire bah non, c'est pas de l'arnaque, c'est comme ça que ça marche, malheureusement. Soit il répond pas, auquel cas, les gens qui lisent ce truc se disent bah il répond pas à la question, donc c'est qu'il n'y a rien de concret. Et donc vous voyez, là, en fait, là, vous bloquez la personne avec votre réponse. Je suis Jafar. Alors, le point très intéressant, je pense que c'est aussi un point que vous pouvez appliquer à votre vie privée. Je pense qu'il faut vraiment alterner entre les caresses et les fessées. C'est important. Et là, on en revient sur l'essence même du social care, ok? Quand vous recevez quelque chose comme ceci, et Bouygues Télécom, je vais vous enculer, bande d'escrocs. C'est super cool, hein? J'ai un langage un peu fleuri sur cette présentation, mais voilà le genre de commentaires qu'on reçoit quand on est community manager, ok? Quand vous recevez un message comme ça, vous avez deux solutions. Soit vous l'effacez parce que c'est vulgaire, soit vous lui mettez une fessée, mais monumentale. Et voici par exemple un exemple de fessée. Ah, on est 8000, va falloir s'organiser, et sinon, en restant poli, quel souci rencontrez-vous, s'il vous plaît, Sébastien? Ok. Ça, c'est une très très bonne réponse, parce qu'en fait, ça met un peu le nez dans le pipi, comme si c'était un petit chien, hein, ouais. Il y a des gens qui font ça, ils mettent le nez dans le pipi du chien quand il a fait pipi à l'intérieur. Je ne pense pas que ce soit une bonne solution pour les chiens, mais en tout cas, là-dessus, ça fonctionne, parce que si votre réponse, en fait, est plus marrante et remet plus en question, et remet la personne en question de manière beaucoup plus forte et obtient beaucoup plus l'adhésion du public, vous avez gagné. Et lui va se sentir bête avec son message, avec ses 4 pauvres tweets, alors que vous en êtes 300 ou 400. Vous voyez. Donc c'est très simple. Vous avez une plainte qui arrive. Cette plainte, vous pouvez la trier en deux choses. Premièrement, soit c'est une plainte qui appelle à un customer care plus classique.
Donc, c'est une plainte d'un client qui a un problème avec votre service ou votre produit et vous devez l'aider. Et en fait, quand vous allez l'aider, vous allez renforcer la relation que vous avez avec ce client-là, mais aussi la relation que vous avez avec vos autres clients parce qu'ils vont voir que vous vous occupez d'eux. Donc ça, c'est le cas classique. Maintenant, le cas beaucoup plus lié au social care, que moi j'appelle l'opportunité de communication, c'est que vous allez avoir une plainte et vous allez apporter en fait une plainte qui est à côté de la plaque. Ou une plainte en fait qui vous permet de comprendre que la relation entre le client et la marque, elle est inexistante et elle n'existera plus jamais. Ou alors, le message n'a aucun lien direct avec votre marque. Et là, vous allez apporter une réponse en fait qui vous renforce auprès de votre public, mais pas auprès de cette personne. Je prends un exemple tout con. Vous faites un post, je ne sais pas moi, sur la Gay Pride avec une de vos marques, et vous avez quelqu'un qui arrive et qui commente un truc horrible sur la population LGBTQ+. Ok ? À ce moment-là, c'est peut-être sympa, vous en tant que marque, de vous positionner face à cette personne pour augmenter l'adhésion des personnes que vous voulez englober dans votre communauté. Donc, c'est vraiment ça. C'est caresse ou fessée. Classical Customer Care, j'aide la personne, ou opportunité de communication, je pose un acte de communication par clivage qui va aider ma marque à se positionner. D'accord ? Donc, vraiment, la modération, c'est pas seulement répondre à des plaintes, c'est aussi gagner le cœur des gens qui lisent nos réponses. Et ça, cette quote, elle est de moi. Je me suis quoté moi-même. Je l'ai inventée pour cette... voilà. Donc ça, comprenez que c'est hyper important. Évidemment, il faut être capable de s'excuser aussi, puisque dans le cas classique du customer care, on va devoir apporter une excuse, ok ? Exemple, Burger King, vous connaissez tous Burger King sur les réseaux sociaux. Ils ont un tone of voice très drôle, c'est les challengers, ils font des blagues, ils font des faux concours pour se moquer, ils sont moqueurs, ok ? Par contre, quand quelqu'un vient montrer que le Burger King de Namur est dégueulasse, ils lui font pas de blagues, ils répondent. Alors là, c'est une réponse un peu toute faite et je trouve ça dommage, mais vous comprenez bien que vous avez peut-être un tone of voice, mais quand les limites sont dépassées et quand vous devez aider un consommateur, eh ben là, il n'y a pas d'humour, il n'y a pas de machin, on l'aide. D'accord ? Je ne dis pas qu'on ne peut pas amener un peu d'esprit et de sympathie et d'humour dans l'aide, mais ce serait vraiment dommage de ne pas aider la personne à ce moment-là. Ça ne sert à rien d'aller sur les perles du community manager dans ce cas-ci. Okay ? Souviens tous de cette pub de Renault qui faisait passer les femmes pour des débiles. Qu'est-ce qui s'est passé après ? Ben voilà, il y a un peu ce qu'on appelle un bad buzz. Voilà. Renault retire la pub. Et après, qu'est-ce qu'ils font ? Alors, il faut savoir qu'il y a plusieurs stratégies quand ça part un peu en crise. Globalement, je vous conseille de communiquer. Quand il y a une crise, on communique. Quand il y a un poste qui part trop, voilà, quand c'est lié à votre communication, communiquez. 91% des marques qui étaient face à une crise et qui ont communiqué ont réglé la crise. Donc ça, c'est important de comprendre que la communication, la politique de l'autruche, ce n'est pas une bonne idée. Ensuite, les stratégies qui fonctionnent. Le mea culpa fonctionne très bien. Vous voyez, et vous voyez que sans mea culpa, la crise a tendance à 58% à prendre de l'ampleur, alors que le mea culpa a tendance à la tasser. D'accord ? Et alors, vous avez aussi la technique de ce qu'on appelle le backpedal, donc le rétropédalage, qui consiste à retirer le produit ou faire quelque chose comme ça. Donc, si par exemple, je ne sais pas trop. J'ose pas faire, de prendre en exemple les statuts, le débat autour des statuts, parce que c'est un débat qui va me dépasser un peu. Mais imaginez si maintenant on dit OK, on déboulonne toutes les statuts, ça va créer une autre crise, donc c'est trop complexe, donc oubliez. Mais voilà, donc backpedal, c'est par exemple retirer les vidéos publicitaires. Ça, c'est le backpedal. Alors ici, ce n'est pas une leçon d'excuses, surtout le tweet Renault France. Renault présente ses excuses pour les vidéos belges et pour les réactions engendrées par celles-ci. Point, allez, à plus. Quoi. Donc globalement, Renault présente ses excuses pour quelque chose dont il n'est pas responsable. Ça, c'est le... Si vous reprenez vraiment le message d'excuse, c'est ça. C'est vraiment Renault présente ses excuses, donc vous dites waouh, il s'engage
pour les vidéos belges. Donc, bam, je mets la distance, c'est pas de ma faute. L'excuse de Renaud Belluc, c'est pas beaucoup mieux. Nos vidéos sur les conductrices belges se voulaient décaler, culture oblige, elles ont déplu à certains d'entre vous. Nous avons volontairement décidé de les retirer sur les sites concernés. Ce message, il dit quoi en substance? Nos vidéos, elles étaient marrantes, vous les avez pas comprises, on est désolé. C'est ça qu'il dit. Donc c'est pas une vraie excuse. C'est vous rejetez la faute, quoi. C'est un peu comme dire notre réforme elle est bien, mais on l'a pas assez bien expliquée. C'est vraiment rejeter la faute sur l'autre comme étant celui qui n'a pas compris, qui n'est pas assez intellectuellement fort pour comprendre votre blague. Non, si les gens se plaignent, c'est que vous avez merdé, et quand on merde, on s'excuse sincèrement. Alors, la petite technique aussi. Excusez-vous d'apprendre le problème et pas du problème. Hein. Exemple, retard sur des lignes, navré d'apprendre ceci. Et pas désolé pour le retard, parce que là, vous validez le retard. Et puis, vous répétez un mot qui est quand même assez sale dans votre cas. Vous n'avez pas envie de parler de retard. Moins vous allez le dire, mieux c'est. Moins vous allez lier ce mot avec votre marque, mieux c'est. Donc, on n'utilise pas le mot retard. Navré d'apprendre ceci. Vous voyez? Là, vous êtes navré, en fait, d'apprendre que la personne a eu un problème. Mais vous ne reconnaissez pas le problème, vous ne savez pas encore si le problème est vrai. Donc, ça vous permet de mettre de la distance, en fait. Assurez que la remarque, la suggestion, a été transmise en interne. Ça ne vous coûte rien et ça fait du bien. Ah oui, merci, vous l'avez transmise en interne, je suis important. Alors, on peut aussi essayer d'amener la discussion en privé. Ça, c'est pas mal. Okay. Comment on peut faire? Parce qu'aujourd'hui, on peut juste envoyer un message, mais ce qu'on a envie, surtout, c'est de laisser une trace qui prouve aux personnes qui vont voir la plainte et la gestion de plainte que en fait, vous répondez à cette plainte. Donc, si vous passez en message privé, n'oubliez pas, s'il vous plaît, de bien laisser une trace que la plainte est gérée en public. C'est important. Donc, par exemple, vous pouvez avancer les infos personnelles. Navré de lire ceci, Guy. Je vous assure, je transmets toute votre problématique en interne. Par contre, pouvez-vous m'envoyer, je sais pas, votre numéro de châssis en privé pour que nous puissions vous aider au mieux? Évidemment, le mec, il comprend que son numéro de châssis, il n'a pas envie de le mettre en public parce que c'est une information privée. Et du coup, il passe en message privé. Dans les faits, nous, on cherche plus à cacher une conversation qui ne nous met pas trop en valeur, mais on l'a tournée d'une manière différente. Vous voyez. Donc ça, c'est une technique qui est pas mal. Alors, ne perdez jamais, 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 jamais votre sang-froid. Ne vous énervez pas, ça ne sert à rien. Ne devenez pas ce mec-là. Il a existé. Voilà. Ne faites pas ça. Parce qu'on le dit souvent qu'il faut 4 sensations positives pour enlever une sensation négative. Alors imaginez, vous travaillez avec votre marque depuis des années et puis boum, fuck you à un consommateur, c'est fini, hein, vous cassez tout. Okay. Donc ne perdez pas votre sang-froid. Une des techniques que je vous conseille, c'est de comprendre que les gens ne se plaignent pas contre vous. Vous n'êtes pas l'objet de la plainte. Vous n'êtes pas le méchant de l'histoire. Le méchant, c'est votre marque. Et c'est pas vous. Donc si quelqu'un, c'est normal quand quelqu'un se plaint, il est fâché, il est énervé. Donc, mais c'est pas contre vous, c'est contre un service qu'il n'a pas eu. Alors à juste titre ou là, c'est à voir, selon. Mais donc essayez de relativiser toujours et de faire un pas de côté. Les gens n'ont rien contre vous. Il y a un problème dans leur relation avec la marque et vous êtes là pour le gérer. Alors oui, il y a des gens qui sont désagréables, on l'a vu avec les drivers, mais on a vu aussi que quand on les surclasse directement, il n'y a pas de problème. Donc en fait, il faut lire ces messages comme s'ils ne vous étaient pas adressés. Ils sont adressés à quelqu'un d'autre. Vous êtes la secrétaire, quoi. Vous n'êtes pas le. Enfin, c'est pas une image très glorieuse du coup. Enfin, vous êtes un caissier, quoi. Je sais pas. Les gens se plaignent parce qu'ils vous voient, vous. Mais c'est pas vous le problème. Le problème, c'est pas que vous êtes un mauvais caissier. Le problème, c'est qu'il y a quelqu'un qui a laissé traîner une salade au rayon fruits et légumes, vous voyez. Et donc, à partir de ce moment-là, ça va vous permettre aussi de prendre un peu de distance avec la plainte pour la traiter au mieux. Et je pense que c'est très important. Et alors, le dernier point, que je pense qui est hyper important, et on aura bientôt fini, sécurisez vos comptes. Parce que il s'est passé ça en France. Voilà. Et ça c'est vous perdez votre travail, quoi. Enfin, en toute honnêteté, voilà. Donc, ce qui s'est passé là, c'est que le fils
de la community manager du ministère de la Culture en France a pris le téléphone de sa maman et a commencé de 1h à 5h du matin un soir, est parti dans une frénésie absolue de messages. Bon, voilà. Ça, il faut vous assurer d'avoir votre téléphone près de vous, de ne pas le laisser traîner, de pas. C'est pour ça, moi, je me fâche en général. Je me suis toujours fâché quand les gens prenaient vite mon compte Facebook au boulot pour faire une blague en disant oh lol, j'aime bien manger du caca ou des conneries. Enfin, vous voyez, des blagues de collègues débiles. Et je dis mais tu te rends pas compte que si on a des clients qui sont amis avec nous sur Facebook, ils se disent mais tiens, en fait, n'importe qui peut prendre l'ordinateur du gars, aller sur ma page et faire ça aussi. Donc ça, il faut pas. Faites gaffe, quoi. Il faut vraiment sécuriser vos comptes. Voilà, je pense que ça fait 1 heure qu'on est occupé déjà. Je fais que parler. Ce qui pourrait être sympa, je ne sais pas si vous avez des questions à me poser, et je suis à votre disposition. Et puis voilà, j'ai un peu déroulé. J'espère que c'était intéressant, que ça vous a plu quand même. Et puis n'hésitez pas à interagir parce que sinon je vais être très malheureux. Bonjour Théo, bienvenue à toi. Mes chiffres, ils sont au bas de mes slides. Donc, tu as des trucs, par exemple, les chiffres sur les stratégies de réponse, c'est des études MMC. Il y a juste une personne sur 26, j'ai plus la source exacte. Du coup, voilà, je m'en fous. Je ne l'ai pas mise parce que voilà. Mais donc, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Donc, vous aurez accès au deck, je crois, après. Ouais, mais je sais, je sais. Je sais. Merci de ta remarque, Jonas. On changera ça. Ta remarque est bien transmise en interne, sois sûr. Et n'hésite pas à passer par message privé pour continuer ça. Non, mais voilà. Bon, écoutez, j'espère que ça vous a plu. On n'était pas beaucoup. Aujourd'hui, je pense que c'était un sujet très spécifique. Et puis aussi, le fait que je le fasse en français n'a pas aidé. Mais allez, en anglais, ça aurait été vraiment la torture, quoi. Donc méfiez-vous. Méfiez-vous du lose your temper, hein. Ça, c'est vraiment. Merci pour ton input, Jonas. Donc voilà, merci à tous. Si vous n'avez pas de questions, je vais vous laisser vaquer à vos occupations et je vais vaquer aux miennes. Et puis, n'oubliez pas, il y a d'autres webinars d'Intracto. Alors, Alexandra, il y a eu une première session sur le content qui a été donnée en anglais par moi. Il y a eu une session aussi d'Olivier Ponteville qui a été donnée sur la réponse face au Covid. Mais bon, donc ça, c'est peut-être un peu trop tard pour toi. Mais ensuite, Intracto, en fait, organise comme ça des webinars. Donc, n'hésitez pas à aller sur la page, donc sur les pages des agences du groupe Intracto, donc Biconnect, Prophets, Intracto, il y a d'autres agences évidemment. Et ça vous permettra de tomber sur d'autres webinars. Je pense que aussi sur la page d'inscription du webinar, vous tomberez sur les prochains. Donc, suivez les pages. Comme ça, vous allez tomber sur les autres formations et les autres petits webinars. Voilà. Alors, si vous avez besoin, évidemment, de nos services en community management, n'hésitez pas à nous contacter. Je vous laisse ici mon petit mail pro. Donc, vous n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions, si vous avez besoin de lumière sur ce genre de service. On peut aussi, évidemment, vous aider. Voilà. Écoutez, je vais vous laisser. Et puis, je vous souhaite une très très bonne journée. J'espère que ça vous a plu. Et puis voilà, à très bientôt tout le monde. Salut.